Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Carsfoot. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette première vidéo. Déjà, merci d'avoir cliqué. Dans cette première vidéo, on va voir ce qui s'est passé dans cette première journée de Serie A. On va revoir tous les matchs, sauf un qu'on va revoir dans une vidéo après, comme Lazio, parce que il y a pas mal de choses à dire, surtout sur Com, en vrai. Mais du coup, on va revoir tous les matchs, surtout les buts, mais on va revoir aussi quelques actions qui m'ont marqué, parce que j'ai regardé en entier 7 des 10 matchs. Et voilà. Donc j'espère que vous allez apprécier mon analyse. Et c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir sur l'image ici, on a deux des joueurs importants qui vont être... Enfin, deux des joueurs pour Naples qui vont être importants cette saison. En De Bruyne et McTominay. Donc ça y est, on se lance. Donc première action, 11e minute. Naples a plutôt commencé tranquillement ce match. Pas d'action marquante jusqu'à la 11e minute, même si ça reste assez tôt. Sassuolo est plutôt bien rentré avec un pressing assez fort, notamment d'Ismaël Koné, qui est plutôt bien rentré dans son match. Sauf qu'à la 11e minute, corner pour Naples. Et on va tout de suite voir ce que va apporter De Bruyne à cette équipe. Donc on a déjà ce corner tiré par Politano. Pardon, je reprends juste des choses à côté. Ce corner tiré par Politano qui va aller chercher le centre. Pardon, qui va aller chercher le centre de la surface. C'est renvoyé, alors il me semble par le gardien de Sassuolo. Et vous voyez Lorenzo Luca ici, qui a fait un très gros premier match pour le coup, qui a été très actif, même s'il n'a pas été décisif. Il était très actif, c'est en défense, il a été très solide sur les appuis, dans les transitions, il a beaucoup participé au jeu. Et on va notamment le voir là parce que là, il est au deuxième poteau, il est un peu loin de l'action. Et en fait, c'est lui qui vient au 6 mètres chercher la balle après ce rebond, qui va la récupérer. Donc on voit la balle jusqu'ici, qui va la récupérer dans cette défense de Sassuolo qui est très compacte là, qui sait pas. Enfin, c'est très rapide en fait. Il se passe 3 secondes de tête entre le ballon qui est ici et Lorenzo Luca qui va faire la passe à Kevin De Bruyne. Et la défense de Sassuolo, elle est un peu. Elle n'a pas eu le temps de se replacer. Et De Bruyne qui en profite, qui en récupérant la balle fait une passe directe, vraiment en une touche. Il a vu Ramani qui est tout seul ici. Et il va aller le chercher. Ramani en défenseur central magnifique qui va se retourner tel un, tel un numéro 9. Vraiment, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Sauf que quand il frappe, et ben, il la met complètement à côté. Il rate vraiment sa frappe. Après, il n'est pas habitué à faire ce genre de choses, donc c'est pas très grave. Mais on voit tout de suite que De Bruyne, il apporte des passes dangereuses dans une Serie A où il va avoir pas mal la place de jouer parce que le physique est moins important qu'en Première Ligue quand même. Et tout le match, on l'a vu. Vraiment, il a apporté beaucoup de passes dangereuses et ça commence déjà dès la 11e minute où tout de suite il va chercher Aramani. Personne n'était vraiment capable d'apporter autant de dangerosité dans les 30 derniers mètres du côté de Naples la saison dernière. Enfin, en tout cas sur des passes très incisives comme on sait que De Bruyne sait faire. Mais donc il va être assez important pour Naples cette saison et il a aussi déjà été décisif dans le premier match, on va le voir plus tard. Mais pas sur le premier but. Le premier but, c'est Politano qui reçoit la balle sur le côté de la barre de Zamboguissa. Politano qui va apporter beaucoup de dangerosité via des centres ou sur corner. La preuve ici, il va repiquer un tout petit peu pour se mettre sur son pied gauche et faire ce centre où il va aller chercher le centre du terrain où il y a Lorenzo Luca et McTominay. McTominay qui est aligné à gauche sur ce match-là parce que pas vraiment d'ailier gauche de métier en dehors de Noah Long, mais qui est une recrue, donc je pense que Conte voulait pas commencer avec. Et McTominay qui est tout seul, Sassuolo l'oublie complètement. Lorenzo Luca il est un peu marqué, mais c'est vraiment McTominay qui va récupérer la balle au niveau des 6 mètres en partant du point de pénalty. Politano l'a bien mis dans la course. Et McTominay qui va récupérer et de la tête qui va juste marquer dans les filets. Superbe tête, bien dans la course, très bien exécuté. Et c'est un 0 pour Naples, mérité honnêtement, dès la 16e minute, qui a allé chercher ce but sans trop forcer. En fait, Sassuolo, bah, pour un promu, c'est forcément difficile de jouer face au champion en titre
avec un Conte qui a gardé ses idées de jeu, avec des recrues qui sont venus ramener encore plus de hargne, et même McTominay qui a pourtant on aurait pu croire à un relâchement après cette saison historique pour lui, hein, après avoir un peu déçu sur la fin à United. Il arrive à Naples dans un nouvel environnement, il réussit tout de suite. Et donc on aurait pu croire un relâchement, mais pas du tout. Premier match, il a été très actif, dans un rôle un peu différent, mais toujours présent dans les 30 derniers mètres, toujours dangereux. Et on le voit à la 45e, il reçoit la balle après un cafouillage sur la droite. Et tout de suite, il arme une frappe qui finit sur la barre, qui sauve un peu Sassuolo du 2-0 juste avant la mi-temps. Mais McTominay va être très important encore cette saison pour Naples. Il l'a montré dans ce match. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'il va réussir à apporter. 56e minute. Coup franc très excentré quand même. C'est un coup franc où très souvent on s'attend à un centre. Globalement dans la masse avec des joueurs de Naples qui semblent être prêts à une combinaison. On voit Zamboanguissa qui est sur la droite. Et tout de suite, dès que Kevin De Bruyne tire, Zamboanguissa, il a déjà fait cette course-là, très incisive, où il va apporter beaucoup de surnombre au niveau du premier poteau avec Lorenzo Luca et McTominay même derrière. Sauf que la balle de De Bruyne, elle est un peu trop haute. Donc les deux surtout qui sautent et Lorenzo Luca qui saute très très haut, vraiment. Après, il fait 2 mètres, hein, donc déjà, il est déjà immense, mais il saute assez haut encore. Hein, c'est lui qui a les pieds les plus hauts. Mais la balle est trop haute De Bruyne malgré tout. Et sauf qu'en fait, elle est trop haute, mais elle reste cadrée. On voit la balle ici avec le gardien de Naples qui est. Enfin, le gardien de Naples. Le gardien de Sassuolo qui était pas du tout prêt à ce que la balle aille sur la droite. Et ça rentre petit filet. Petit filet, second poteau. Ce coup franc de De Bruyne qui a montré sa précision quand même. Parce que je pense, malgré le fait. Je pense qu'il voulait centrer à la base. Mais malgré tout, son centre reste cadré. Et donc dangereux. Ça a trompé tout le monde. 2-0 pour Naples. C'est une victoire de Naples là-dessus, qui va gagner 2-0, qui ne va pas remarquer un but. Moi, j'ai noté pas mal de bons. Pardon. J'ai noté pas mal de bons joueurs du côté de Naples qui ont fait un bon match. Il y a Kevin De Bruyne, déjà, forcément. Là, on a vu un but, on a vu des actions assez incisives. Enfin, on a vu une action assez incisive, mais il a été tout de suite très important. Conte a fait quelque chose de très intéressant en défense, c'est qu'il fait un 4-4-2 où il fait monter De Bruyne, qui a du coup moins d'efforts défensifs à faire, puisqu'il est aligné avec Luka devant et que Naples n'a pas un gros pressing. Enfin, c'est pas. En tout cas, ça s'est pas vu dans ce match. Et donc De Bruyne n'avait pas besoin de trop utiliser son énergie défensivement. McTominay a toujours été important dans ce match, comme je l'ai dit. Zamboanguissa qui a fait beaucoup de courses, notamment défensives, qui a montré que bah, avec un joueur plus offensif qui a été rajouté avec De Bruyne, il allait devoir faire des courses plus défensives et il l'a montré dans ce match. Il a été honnêtement très important sur certaines contracts de Sassuolo. Donc gros plus pour Zambo Anguissa. Lobotka qui a hyper bien distribué sur les ailes, dans le centre. Après on le connaît dans sa position de sentinelle. Il a beaucoup distribué à l'image d'un autre joueur dont on parlera dans le dernier match qu'on qu'on va voir. Et Ramani aussi, qui malgré son action ratée en tout début de match, qui a été très important défensivement. Sassuolo qui a apporté à quelques moments quand même des actions dangereuses, grâce notamment à Ismaël Koné ou d'autres, hein, même Armand Lorienté qui a pourtant fait pas un match flamboyant, mais qui a apporté quand même de la dangerosité comme on le connaît. Et j'ai aussi noté Mohamerovic, que je connaissais pas du tout, défenseur central de Sassuolo, défenseur central gauche, qui en défense, alors la défense de Sassuolo sur centre a été assez catastrophique. La preuve, les 2 buts viennent d'un centre. Alors, enfin, les 3 grosses actions viennent soit d'un corner ou d'un coup franc qui est censé être un centre, ou d'un centre pour le premier but. Donc la défense a été assez catastrophique, mais Mohamerovic a été assez intéressant balle au pied. Il fait des montées balle au pied assez intéressantes et il a plutôt des très bonnes passes.
Donc ça va être intéressant de voir Sassuolo face à des équipes un peu plus faibles. Il va falloir faire attention à ce défenseur-là dans la construction pour les autres équipes, je pense. Et voilà, globalement, côté Sassuolo, il y a quand même un. Je dirais, c'était un match difficile, prendre que 2-0, c'est peut-être limite une bonne chose. Mais il y a quand même un carton rouge à la 78e qui fait suite à un jaune d'Ismaël Koné. Donc un peu un point noir sur sa prestation, qui malgré tout a été bonne. Je pense qu'il faut surtout retirer du positif pour lui qui a été en difficulté l'année dernière à Marseille puis à Rennes. Et ouais, ouais. J'ai beaucoup d'espoir en Koné cette année. Je pense qu'il va beaucoup apporter à Sassuolo. Et on va voir. Je pense que Sassuolo est capable de se maintenir. Je pense qu'il y a d'autres équipes qui sont plus en danger. Donc on verra. Même si les promus ont plutôt fait des bons matchs dans l'ensemble. On va voir par la suite. Mais les promus sont bien rentrés dans leur Serie A là, cette année. Donc ça va être intéressant à voir. La lutte pour le maintien va être pas décidée tout de suite du tout. Deuxième match que j'ai pas vu, mais qui était pas très intéressant dans l'ensemble. On va voir surtout deux actions. Il y a eu 0-0 entre Genoa et Lecce, donc pas de but à revoir. Mais on va voir deux actions qui montrent d'où va devenir la dangerosité côté de Genoa. Elle va venir de leurs trois milieux offensifs centraux, à la personne de Groenbeek à gauche qui vient de Rennes, Stanchu en milieu offensif et Carboni sur la droite. Ces trois milieux offensifs-là vont apporter beaucoup de dangerosité. On l'a vu dans le match de Coupe d'Italie la semaine d'avant. Ça a déjà été le cas et c'est encore le cas face à Lecce. Donc là, par exemple, on va voir Groenbeck ici, pardon, qui a la balle sur le côté gauche. Il va rentrer, il va rentrer un peu de façon incisive dans les 30 derniers mètres. Il veut se recentrer. Et Stanchou qui comprend tout de suite et qui du coup va tout de suite faire une course plus incisive. Groenbeck le voit, lui fait la passe dans la course. La Stanchu qui réfléchit pas, première intention, c'est tiré, mais ça passe au-dessus. Ça passe pas loin, mais c'est une des actions importantes du match. Lecce a pas forcément apporté beaucoup de dangerosité dans l'autre sens. Stanchu, ça montre que en tout cas, deux des trois vont être très dangereux, et même les trois en fait, parce qu'on va le voir. Encore une action en première mi-temps. Groenbeck qui a la balle, qui va faire une petite passe un peu en hauteur. C'est pas vraiment un centre parce que c'est une trop petite passe pour être vraiment un centre. Mais c'est Colombo qui va venir la chercher. Je sais pas si c'était pour Colombo ou pour Sancho à la base. Je pense les deux qui ont. C'est un peu dommage d'ailleurs. Un peu la même course. Peut-être que. Pardon. Peut-être que. Peut-être que Stanchu il doit faire cette course-là. Je sais pas. Mais les deux font la même course. Après, il n'y a personne ici, mais il n'y a personne là. C'est dommage que aucun joueur du Genoa se positionne au centre de la surface. Parce qu'il n'y a vraiment personne. Mais Colombo va faire cette remise qui va permettre à Carboni de reprendre ici et s'arrêter du bout des mains par Falcone, le gardien de Lecce. Donc Genoa a apporté de la dangerosité. Ils font 0-0 face à Lecce qui a du coup, je pense que c'était un peu solide, même si je pense que le Genoa n'a pas apporté assez, enfin, a pas fait assez d'actions incisives pour vraiment être dangereux en dehors de ces deux actions. Mais tout va venir, en tout cas, de ces trois milieux offensifs côté de Genoa. Donc ça va être intéressant. J'ai pas vu d'action de Camarda non plus, qui va être titulaire du côté de Lecce, le jeune attaquant de 17 ans, prêté avec option d'achat par le Milan. Mais ça va être intéressant de le voir cette année. Je pense que je vais voir un match de Lecce ce week-end pour voir comment il se comporte sur le terrain, parce que pour l'instant, c'est le seul attaquant réel de Lecce. Donc ça va être intéressant à voir. Mais voilà, je pense que c'était pas un match très intéressant à voir, mais il y a des choses à retenir quand même, notamment ces trois milieux offensifs. Tac, qu'on voit ici. Donc Groenbeck, Stanchu avec son 8, qui est aussi capitaine, je crois, et Carboni. Donc on verra ce que ça donne. Le match d'après, c'est Rome-Bologne, que j'ai regardé en entier. Et très intéressant, le Rome de Gasperini, qui a. Les joueurs ont tout de suite compris ce que voulait Gasperini, hein. On a vu ses idées, ce jeu par les ailes avec des pistons très importants dans la construction.
On va le voir juste après. Des pistons très importants et un milieu distributeur aussi et un attaquant létal euh, en la personne d'Evan Ferguson. Même s'il n'a pas marqué, là en pas longtemps il va avoir deux actions en début de match. Les défenseurs de Bologne l'ont un peu oublié. Là, par exemple, la défense de Bologne est complètement désorganisée, hein. C'est globalement ce qui va se passer sur les deux prochaines actions. La défense de Bologne est complètement désorganisée. Et là, Ferguson qui fait une frappe qui va passer à côté. Mais tout de suite, dès la 10e minute, on comprend qu'il n'est pas venu pour rigoler. Et là, pareil, c'est un centre qui vient d'Angelino ici. Ferguson, il vient de cette zone-là juste avant. Et il n'y a personne sur lui. Donc, c'est pas forcément normal. Je pense. Et c'est un truc que Bologne va rectifier par la suite. Il va être moins libre de jouer quand même après ces deux actions. Mais là, il fait une tête surpuissante qui passe à gauche, enfin à la droite du gardien. Il n'a pas marqué, mais il a montré qu'il pourrait apporter de la dangerosité. Donc je pense que cette année, il va falloir faire très attention à Ferguson qui est revanchard après une ou deux saisons un peu en demi-teinte avec des blessures et tout à Brighton, puis 6 mois à West Ham. Il n'a pas réussi à montrer tout le potentiel qu'il a montré en arrivant à Brighton, mais on va voir ce que ça donne avec la Roma, ça va être intéressant. C'est une très bonne prise, je pense, pour la Roma qui avait besoin d'un attaquant plus létal que Dovbyk peut-être. Et surtout, il n'est pas que létal. On va voir plus tard qu'il va participer pas mal au jeu. Mais là, on est en début de deuxième mi-temps. Bologne n'a pas fait un très bon début de match, honnêtement. Ils n'ont pas réussi à apporter que ça soit beaucoup de dangerosité en attaque et ils se sont surtout beaucoup fait peur en défense. Lukumi n'a pas été hyper fiable, ce qui est dommage. C'était un peu un de ses credos l'année dernière. Mais là, on a Castro qui est rentré. C'était Immobilier à la base titulaire, mais il s'est blessé vers la 20e minute. Je crois qu'il est absent 2 à 3 mois. Donc c'était censé être une mauvaise nouvelle pour Bologne, mais je pense que c'est une bonne nouvelle parce que ce qu'a apporté Castro pendant ce match, il a apporté énormément d'envie, énormément de... Il a beaucoup participé au jeu, il a beaucoup apporté des frappes dangereuses, et notamment celle-là qui n'était pas censée être une frappe. En fait, c'était censé être un centre pour Orsolini juste ici. Sauf que il le met tellement fort, flottant, direct, que ça finit sur la barre de Svilar. Heureusement pour Svilar, parce que la Roma qui dominait jusqu'ici, s'il se prenait un but maintenant, je pense que ça leur aurait fait pas mal au moral. Mais ça finit sur la barre. Castro était surpris lui-même, mais c'est pas passé loin. C'était la plus grosse action de Bologne dans le match, sans qui devait pas forcément en être une, donc à voir. Bologne qui va devoir se reconstruire après plusieurs départs assez importants, Bokema, Endoy, etc. Donc on va voir ce que ça donne. Mais, euh, mais oui, c'était la seule action incisive de Bologne. Et là, on va avoir le premier but de la Roma, enfin le seul but du match d'ailleurs, avec Cristante qui fait une superbe transversale pour Wesley qui va la récupérer. Wesley qui était très important en attaque, il a été très présent à l'avant. Donc on a vu Gasperini qui a choisi de mettre Wesley très en avant et Angelino un peu plus derrière. Ils n'étaient pas vraiment sur la même hauteur. Wesley participait plus aux attaques alors qu'Angelino restait plus derrière pour faire de la couverture défensive. Et là Wesley il reçoit la balle en entrée de surface sur la droite. Sauf qu'il fait un contrôle trop long. Et en fait c'est Lukumi qui se trouve complètement et qui la remet dans la course pour Wesley juste après. Il va vraiment la mettre comme ça. Donc on voit Wesley qui récupère la balle, qui fait un contrôle pour se l'emmener un peu et peut-être se dégager un peu du défenseur. Et juste après, il fait une frappe assez molle, mais qui trompe assez pour tromper le gardien. Et ça finit dans les buts. Donc 1-0 pour la Roma là-dessus. Wesley a été très important. Et au final, il a été décisif. Donc c'est très bien pour lui. Très bon premier match officiel avec la Roma. Après une bonne Coupe du Monde des clubs. Donc ça va être intéressant à voir aussi Wesley. Les recrues de la Roma ont été plutôt bien présentes. Avec Ferguson et Wesley notamment. Et là, on voit encore Cristante. Donc ça, c'est une autre action. Il y aurait pu y avoir 2-0. Mais c'est Cristante qui va encore faire une passe pour Ferguson.
Et là, Ferguson qui la remet à Wesley, qui fait la bonne course incisive dans le centre. On voit qu'il n'y a personne ici pour Bologne. La défense est totalement désorganisée. Lukubi il était un peu en dehors, un peu en dehors de sa ligne très souvent. Donc Wesley fait une course incisive vers l'intérieur. Ferguson lui la remet. Et en fait, Wesley, avec le deuxième défenseur de Bologne, donc le. C'est moi. Non. Le, c'est le deuxième. C'est le latéral gauche de Bologne qui revient vers l'intérieur. Et Wesley va la remettre à Ferguson dans la profondeur. Et Ferguson qui va faire un très bon centre parce qu'il voit Manu Koné qui est tout seul à gauche, mais vraiment tout seul. Et on voit le retard de Lukumi qui force De Silvestri notamment à repiquer vers l'intérieur et à laisser totalement son côté droit libre. Et Manu Koné la reçoit et il fait peut-être le pire choix. C'est-à-dire qu'il aurait pu tirer direct, ça aurait été assez dangereux. Mais il décide de contrôler. Et sauf que il fait une frappe. Enfin, c'est limite une passe à la gauche de la cage. Honnêtement, dommage parce que c'était une vraie bonne action collective construite un peu sur le côté avec ce qu'aime bien Gasperini. Et Manu Koné qui rate totalement cette action. On voit le ballon qui est derrière ici, derrière le filet. Donc c'est dommage. Il aurait pu y avoir 2-0 pour la Roma, ça aurait pas été immérité. Mais, euh, mais Manu Koné s'est un peu troué. Mais c'est pas grave, la Roma qui allait chercher sa victoire. Donc c'est suffisant. Ça va être intéressant de voir cette Roma par la suite face à peut-être des équipes un peu mieux construites que Bologne qui va devoir un peu se reconstruire cette saison. Je pense que les places européennes vont être difficiles à aller chercher. Mais on verra bien. Ça se trouve, ils vont me surprendre. De toute façon, Italiano nous a surpris déjà plusieurs saisons. Donc on va voir. Le match d'après, c'est Milan-Cremonese que j'ai vu en différé. Mais je l'ai regardé en entier. Milan, c'est décevant, hein. Le Milan d'Allegri, je sais pas si c'est les joueurs ou si c'est Allegri qui a pas, mais que ça soit certaines recrues, même les joueurs déjà en place, c'est pas très encourageant comme match. Ils ont pas, ils étaient, enfin moi j'avais l'impression de voir un Milan hyper statique, personne qui propose vraiment des courses en dehors de Makers et on va le voir plus tard. Mais là, c'est la deuxième grosse action du match. Enfin, il y en a déjà eu une de chaque côté, mais c'est la deuxième grosse action du match pour Cremonese. Là, on est après un corner. Et c'est euh, et c'est le latéral droit, enfin le piston droit qui la reçoit de Lecce. C'est Zerbin, qui est à la base plus un attaquant, mais il joue piston droit pour l'instant. Et ça lui va bien. On l'a déjà vu pendant le match de Coupe d'Italie, il a été un peu plus incisif. Et là, on le revoit. Il reçoit la balle sur le côté gauche du terrain après le corner. Toute la défense est. On a l'impression qu'elle est placée, mais en fait, elle est assez désorganisée. Il n'y a pas vraiment de marquage. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à un centre tout de suite, mais du coup, ils sont pas assez attentifs. Et on a Baschirotto, nouvelle recrue pour Cremonese en provenance de Lecce, qui va récupérer ce centre de Zerabine de la tête, et il est tout seul en fait. Là, il fait sa course jusqu'à après le point de pénalty, il est tout seul, il n'y a personne qui le marque. Et ça finit dans les cages avec cette célébration iconique. Moi, je connaissais pas ce joueur, donc apparemment, il avait déjà fait cette célébration, mais on va dire que ça le représente bien. Un peu musclore, mais c'est pas rassurant en défense pour Milan, qui a aussi été statique en défense, pas qu'en attaque. Mais donc, premier but pour Cremonese, qui apporte tout de suite de la dangerosité au Milan. Donc là, on est juste avant la mi-temps. Je crois que c'est juste après un corner joué à plusieurs ou un coup franc, je sais plus trop. Et c'est Makers qui a la balle sur le côté droit. Donc il va rentrer vers la surface. Et tout de suite, Estupinian qui a été catastrophique en vrai sur son premier match avec le Milan. Il a perdu beaucoup de ballons, surtout. On a l'impression qu'il était totalement perdu, il ne savait pas quoi faire. Donc est-ce que c'est Allegri qui lui a pas donné les consignes ou est-ce que c'est lui qui, avec le stress du début, etc., qui n'a pas réussi à montrer ses qualités
Il s'est totalement troué sur ce premier match. Donc à tel point qu'il est tellement perdu que c'est Selmakers qui va lui dire de faire cette course incisive derrière lui pour proposer autre chose et tromper un peu le joueur de Cremonese. Et là, on voit qu'il est pas serein, Estupinian, hein. On dirait qu'il stoppe un peu sa course à ce moment-là, mais c'est le Makers qui va lui faire la passe parce qu'il a bien fixé en fait. Et que Estupinian va être tout seul. Il lui fait peut-être la passe. Peut-être qu'il aurait pu lui faire la passe un peu moins vers là, peut-être plus ici. Mais ça suffit, Estupinian arrive à l'avoir juste avant qu'elle sorte. Il fait un centre, et c'est Pavlovic qui la reprend ici. En fait, Estupinian voit deux joueurs, je crois que c'est Jiménez ici, voit deux joueurs du Milan qui est là, donc il part du principe qu'il y en a bien un qui va réussir à l'avoir, et il a raison. Pavlovic, tête incisive, là c'est la défense de Cremonese qui est un peu attirée par la course d'Estupinian, donc ils se décalent tous. Sauf que c'est un peu une erreur, parce que du coup Pavlovic est tout seul, tête incisive, but de Milan juste avant la mi-temps, et on se dit que c'est bon, le Milan va réussir à contrer le match après. Mais on va voir que non. Estupinian est sorti à ce moment-là, à la mi-temps. Allegri l'a sorti, je pense que c'est une bonne idée, parce que il a vraiment été mauvais et il a apporté surtout des mauvaises choses. Enfin, il était mauvais sur ce match, c'est pas un mauvais joueur du tout, mais il a pas du tout réussi à bien rentrer dans son premier match de Serie A. Donc sorti par Allegri, a raison. Et là, on est à la 60e minute. Milan n'a pas été plus rassurant en début de deuxième mi-temps et va se faire punir parce qu'on voit Pezzella qui est sur la gauche encore. Encore un centre. Et en fait, déjà un début de l'année puisque c'est Bonazzoli qui la récupère. Énorme reprise de volée. Enfin, geste magnifique qui finit dans la cage de Maignan. Ça fait 2-1 pour Cremonese. Et Milan va pas revenir parce qu'ils vont pas réussir à apporter cette dangerosité. J'ai pas vraiment de bons points à dire sur le Milan en dehors de Selmaker. C'est Modric qui a essayé mais qui a pas réussi à apporter cette victoire au Milan. Hmm, des joueurs trop statiques, rien de vraiment proposé. Selmakers qui a beaucoup bougé, c'était plutôt un point positif, je trouve. Mais le reste, c'était un peu mort, quoi. Honnêtement, il faudra vite rectifier ça parce que sinon le Milan, ça va être encore une saison compliquée. Donc on verra ce que ça donne. Mais bravo à Cremonese pour cette victoire qui montre que les promus vont être dangereux cette saison. Et c'est pas les seuls à l'avoir montré. On le verra pour Atalanta Pise. Et le match qui avait le lendemain, du coup, c'est Cagliari-Fiorentina. Et en même donc que j'ai pas regardé, mais parce qu'en même temps il y avait comme Lazio, je crois. C'était en même temps que ce match-là. Je vérifie. Pardon. Comme Lazio. Il me semble que c'est comme Lazio. Bon, bref, c'est pas très important. Mais qu'on va, qu'on va revoir dans une analyse plus profonde. Mais du coup, Cagliari-Fiorentina, premier match de Pioli en match officiel avec la Fio. Et c'est Et apparemment, ça a été offensivement assez mort, la Fiorentina. C'est Cagliari qui a été beaucoup plus dangereux. Euh, Même si le résultat le reflète pas forcément, c'est Cagliari qui a eu le plus d'occasions, notamment sur coup de pied arrêté, centre, mais toujours en hauteur en fait. Donc je l'ai, pardon, juste ici. Et donc là, c'est pas la première grosse action du match, mais il n'y a pas grand chose à voir sur les actions d'avant. C'est globalement des coups de pied arrêtés avec des têtes assez dangereuses de Cagliari. Et là, c'est un centre de Gudmundsson qui va avec Mandragora qui est tout seul ici. Pareil, hein. On ne sait pas pourquoi il est tout seul, mais il est tout seul. Et il va réussir à se mettre devant Yerimina pour la tête après ce coup franc. Et donc il met cette tête et ça va dans les buts. Ça va dans les buts tout de suite. 1-0 pour la Fio. Est-ce que c'est mérité? Je sais pas. Mais Caprilé peut rien faire. Donc ça fait but. C'est un poteau rentrant en plus. Donc difficile à aller chercher pour Caprilé.
Mais 1-0 pour la Fio, là-dessus, sur un centre, encore beaucoup de centres, beaucoup de coups de pied arrêtés qui ont marqué des buts. C'est normal, beaucoup d'équipes ont soit changé d'entraîneur ou apporté pas mal de joueurs, donc il n'y a pas tant de buts dans le jeu que ça. Enfin, les centres sont des buts dans le jeu, mais pas de construction collective pure qui vont apporter à des buts, enfin peu. Et la Fio a été dangereux que sur ballon en hauteur. On va le revoir ici, sur un corner. Donc c'est un corner qui est touché. Alors je crois que c'est encore Mandragora qui la touche de la tête, mais qui la dévie pas pour aller dans les buts. Elle va sur Moïskine. Et Moïskine qui peut apporter le 2-0 à la Fio, mais il se trouve complètement. La balle passe au-dessus des cages. C'est dommage. Je pense que il a déjà été dangereux la saison dernière et ça lui aurait fait du bien de commencer encore sur une bonne note. Et c'est dommage parce qu'il rate complètement cette action qui aurait pu offrir la victoire à la Fiorentina parce que revenir de 2 buts à 15 minutes de la fin pour Cagliari, ça allait être difficile. Mais non, et oui, c'est dommage pour la Fio parce que 93e minute, coup franc pour Gaetano. Tout le monde est monté sauf le gardien du côté du Genoa. Et centre avec un Luperto tout seul. Donc c'est probablement travailler à l'entraînement. Luperto qui est tout seul, qui va chercher, lui qui est à l'entrée de la surface, il va faire une course vers le point de penalty. On le voit ici, enfin il est à la gauche du point de penalty, mais globalement il vient d'ici quoi. Donc c'est une course très incisive sur un centre qui lui permet de prendre la balle parfaitement. Tête incisive, De Rea se trouve un peu et ça va dans les buts. 1-1, match nul pour la Fio pour commencer ce championnat face à Cagliari. C'est dommage pour eux qui vont probablement vouloir jouer des places européennes. C'est dommage de faire un match nul d'entrée, surtout avec cette prestation qui offensivement n'a pas été convaincante. Donc on va voir pour la suite, mais je pense que Pioli va réussir à construire quelque chose d'intéressant. Mais Cagliari qui va chercher ce match nul, honnêtement mérité vu la tête du match. Donc très content pour eux. J'espère qu'ils vont pas trop batailler pour le maintien cette année. Et on verra ce que ça donne, parce qu'il y a quelques joueurs assez intéressants là-bas. Match d'après, Juve-Parme, que j'ai pu regarder en entier. La Juve de Tudor qui a montré du Tudor, des joueurs avec de l'envie. Conceição qui a fait de multiples courses, soit en attaque, en défense. Il y a même une action où il fait une tête. C'est un joueur assez Tudor compatible, donc on va voir ce que ça donne. Mais on va voir ce que ça donne parce que sur la fin de saison, c'est forcément différent. Tudor n'a pas forcément le temps d'implémenter toutes ses idées. Et là, la Juve qui fait une prestation première mi-temps très peu convaincante, très peu d'occasions. La dangerosité est pas mal apportée par un Kefren Turam par ses passes, mais pas d'action assez incisive pour vraiment en parler. On se retrouve à la 58e minute. C'est après un coup franc joué à deux entre Cambiasso et Yildiz. Donc c'est Conceição qui la reçoit. Il va la remettre à Yildiz. Et Yildiz, il va prendre. Alors je sais plus qui est le joueur de Parme qui est ici. Ça doit être Mandela Keita peut-être. Et, et Mandela Keita, il se fait complètement enfumer par les mouvements d'Yildiz. Yildiz qui l'emmène sur la droite, puis sur la gauche. Il est complètement battu. Et il va faire ce centre à ras de terre qui va trouver Jonathan David, qui va aller chercher le petit filet. Lui qui a pourtant eu un match jusqu'ici assez compliqué. Je pense beaucoup de pression sur ses épaules. Mais il a réussi à marquer et on voit que c'est un groupe vraiment soudé parce que tout de suite tout le monde vient le voir pour le féliciter. Donc c'est plutôt une bonne chose pour la suite. Assez encourageant pour la Juventus en tout cas au niveau du vestiaire. Dans le jeu, il y a quelque chose d'intéressant. Et notamment ce joueur, hein, qui est Nani Yildiz, qui est exceptionnel. Il l'a montré sur ce match, mais on a quand même vu des bribes de à quel point il va pouvoir être dangereux du côté de la Juve. On se retrouve à la 83e.
Vlahovic est rentré à la place de David. J'étais un peu surpris parce que lui qui est un peu en instance de départ, c'était un peu surprenant de le voir jouer là tout de suite. Mais en fait, il va être assez important sur ce deuxième but. Enfin, c'est même lui qui va le marquer, mais il reçoit la balle sur une balle en profondeur. Il va tout de suite la remettre à Yildiz dans la course. Et Yildiz qui suit et qui va faire un contrôle assez long pour rentrer au, au milieu de la surface et faire cette passe taclée pour aller chercher jusqu'au bout. Il a voulu fixer jusqu'au bout le gardien et c'était une bonne chose. Parce qu'après Vlahovic a juste à la pousser avec son pied gauche. Suzuki peut rien faire. Ça fait 2-0 pour la Juve. Donc très bonne entrée de Vlahovic. Globalement, j'ai pas non plus noté grand chose sur ce match parce que c'est pas le match le plus impressionnant qu'il y a eu. Il y a pas mal de plus du côté de la Juve qui vont être intéressants. Il y a eu un Kefren Turam, comme j'ai dit juste avant, qui a été assez important. Un Kenan Yildiz et un Conceição qui ont été assez incisifs, assez dangereux. Donc ça va être cool à voir cette doublette d'ailier milieu offensif qui vont être derrière Jonathan David. Et David qui marque pour son premier match, c'est bien pour lui, c'est bien pour sa confiance. On va voir ce que ça donne par la suite, mais c'est plutôt une bonne chose que c'est celui qui marque ce but, malgré le fait qu'il n'ait pas été flamboyant dans le match. C'est bien pour la suite pour la Juve et on va voir ce que ça donne. Parme qui a plutôt été solide quand même. Suzuki a fait une très bonne prestation, quelques arrêts assez importants qui ont permis à Parme de ne pas prendre l'eau. Donc on va voir Parme. J'espère qu'ils vont pareil, peuvent jouer la relégation trop longtemps, comme l'année dernière, en changeant de coach avec un coach assez jeune qui a 30 ans. Ça va être intéressant à voir aussi. Mais, euh, mais oui, et en vrai, grosse dédicace au commentateur Christophe Durand, qui me fait passer un bon moment quand même. Qui est là, Dazen, ils font. Les commentaires sont tout seuls. Enfin, il n'y a pas de duo de commentateurs, donc c'est assez difficile à tenir. Et lui a été très bon pendant tout le match. Donc voilà, je voulais en parler aussi, puisque bah, c'est quelque chose qui m'a marqué. Mais voilà. Donc cette Juve qui va être assez intéressante à voir jouer dans le reste de la Serie A. On va voir ce que ça donne. Malgré que Cambiasso ait pris un rouge assez stupide, il accroche complètement un joueur de Parme. C'est pas intelligent, c'est vraiment sous le coup de la frustration. Il prend un rouge assez logique, mais attention parce qu'il peut être du coup absent face à l'Inter dans 2 matchs. On verra, mais ça serait dommage pour la Juve qui a besoin d'un Cambiasso pour affronter une aussi grosse équipe de l'Inter dont on va parler plus tard. Le match qu'il y avait en même temps, c'était Atalanta-Pise, du coup que j'ai pas vu en entier, mais pareil, j'ai vu un résumé assez long. Et ça va être intéressant de voir Pise, hein. Les promus m'excitent pas mal quand même. Honnêtement, ça va être intéressant à voir. La preuve, c'est que 25e minute, l'Atalanta a pas fait grand-chose dans ce match pour l'instant. C'est Pise qui va apporter la première grosse action. Donc c'est Touré qui arrive sur le côté et qui fait un centre. On voit une défense de l'Atalanta pas très bien alignée. Et c'est Moreo. Donc c'est un centre qui est assez bas. Et c'est Moreo qui va récupérer la balle et faire une remise à l'arrière. Plutôt bien senti parce que derrière, il y a, excusez-moi, j'ai perdu le nom, Samuel Angori, pardon, qui arrive, course, course très rapide pour aller récupérer cette balle et la remettre au centre du terrain, où il y a Henrik Meister qui est prêt à la récupérer et qui provoque l'erreur d'Isakien. 1-0 pour Pise. Mérité, puisque c'est plutôt une belle action. Et c'est 13 minutes après qui vont encore apporter une situation très dangereuse. L'Atalanta s'est pas réveillé pour l'instant. Et donc c'est encore un centre de Angori qui va aller chercher la tête de Moreo. Moreo qui saute très haut encore. Jimmy Stick qui se fait complètement battre dans son duel. Et Carnesi qui est obligé de sortir un arrêt réflexe au-dessus de lui. Assez bel arrêt
pour sauver l'Atalanta d'un 2-0 qui aurait pu être fatal. Mais il reste à 1-0 et ils vont réussir à revenir après la mi-temps. Donc Pasalic qui a la balle dans les 30 derniers mètres. Il y a Skamaka qui est entre deux défenseurs. Là, je sais pas ce que font les défenseurs de Pise. Il y a Skamaka et c'est Maldini, ouais, qui est là. Skamaka et Maldini qui sont totalement entre les trois défenseurs. Donc faut peut-être se mettre d'accord, je sais pas. Mais c'est Skamaka qui va réussir à recevoir la balle, qui va complètement enrhumer Denoun. Enfin, qui va pas l'enrhumer, non. Il va lui remettre la balle pour passer derrière et se remettre sur son pied droit, parce qu'il la reçoit sur le pied gauche. Et qui va tirer. Petit filet droit, frappe assez forte. 1-1 pour l'Atalanta. Enfin, 1-1 tout court, pas pour l'Atalanta. Skamaka qui a joué 5 minutes la saison dernière à cause de blessures, multiples blessures à répétition, qui n'a pas marqué depuis 400 jours, je crois, en Serie A. C'était une stat comme ça, un peu plus de 400 jours. Qui, pour son premier match après ses multiples blessures, son match de retour qui marque, c'est très important pour lui aussi. Hein. On sait à quel point, on en a parlé déjà dans les matchs d'avant, mais la confiance pour un numéro 9, c'est important. Donc c'est très bien pour lui. L'Atalanta qui commence en demi-teinte, parce que faire 1-1 face à un promu, c'est dommage. Malgré le changement d'entraîneur et les 13 ans de Gasperini qui changent, Ivan Juric, c'est un coach qui a un peu les mêmes idées. Donc c'est dommage de commencer comme ça. Les joueurs, je pense, auraient pu faire une meilleure prestation. Mais voilà, bravo à Pizzi d'avoir fait match nul, notamment grâce à Adrien Semper, le gardien qui a fait une prestation exemplaire en deuxième mi-temps, beaucoup d'arrêts importants, qui a permis de garder la tête hors de l'eau pour Pise et aller chercher ce point à l'extérieur. Donc bravo à eux. Et ça va être intéressant de voir la suite pour Pise aussi. Le match du lendemain, il reste deux matchs, on est lundi. Udinese Verona, c'était à 18h30, donc match tout seul. Euh, c'est pas un match où il s'est passé grand chose parce que défensivement parlant, les deux équipes jouaient en bloc bas. Enfin, il n'y avait pas de pressing très important apporté par les deux équipes, donc on n'a pas vu beaucoup de choses intéressantes dans le jeu, en fait. Même au sens offensivement parlant, il n'y avait pas grand chose de proposé, donc attention à ces deux équipes pour la suite quand même. Mais il y a un joueur qui a claqué dans les yeux de tout le monde un peu. C'est du côté de Vérone, c'est Giovanni, l'attaquant, numéro 9, qui, dès qu'il avait une ouverture, allait chercher une frappe. Donc là, ça vient sur le gardien de l'Udinese, ça vient sur Sava. Grosse frappe. Encore une fois, deuxième mi-temps cette fois, grosse frappe arrêtée par Sava encore. Et encore là, hors dehors de la surface, il voit l'ouverture. Et là, c'est claqué par Sava, mais il faut faire attention à lui. Hein. Il est très dangereux. Je sais pas s'il est dangereux pour les adversaires ou pour Vérone, mais il va falloir faire attention à lui dans la suite. Il va claquer sa dizaine de buts en Serie A, je pense. Il va être très important dans la saison pour Vérone. Gros point positif dans ce match pour eux, pour les LAS. Donc ça va être, ça me hype pas mal pour cette équipe d'avoir un joueur comme ça. J'espère qu'il restera toute la saison là-bas pour eux. Donc on verra. C'est peut-être pas sûr. Mais il a été d'une dangerosité folle. Donc attention à lui. Mais le premier but vient pas pour Vérone. Le premier but vient d'un corner pour Udinese. Donc le corner, il est tiré par Juric, par Lovric, pardon. Il est tiré par Lovric qui a été assez insupportable, ça m'a sauté aux yeux. Il a râlé beaucoup pour avoir des balles. Il a râlé parce qu'il est sorti pas longtemps après. Il a encore râlé. Mais c'est lui qui tire ce corner et qui apporte cette passe décisive sur le but de Christensen. On voit sa tête ici. C'est le joueur à la Christensen. Très incisive, très forte, qui finit dans les cages. Difficile à arrêter, un arrêt aussi réflexe pour Montipo, c'est difficile. Mais but de l'Udinese, pas contre le cours du jeu, parce que malgré le fait que Giovanni a porté ses grosses frappes, il n'y a pas eu
d'actions plus incisives que ça des deux côtés. C'était pas un match très intéressant dans les occasions qu'il y a eu. Et Vérone qui va égaliser donc 20 minutes après, parce qu'ils ont été plus offensifs tout de suite. Et, et c'est un corner qui est tiré, je sais plus qui tire du côté de Vérone, mais qui arrive sur la tête de Giovanni, qui la dévie pour le capitaine Serdar, et qui vient libérer un peu Vérone là-dessus. 1-1, fin du match. Giovanni qui a eu le titre de joueur du match, s'est mérité pour sa passe D bien évidemment, mais surtout pour ce qu'il a apporté dans le match. C'est lui qui a apporté un peu d'intérêt à ce match, parce que sinon, franchement, les deux équipes n'ont pas proposé un jeu très intéressant, ni n'ont pas été particulièrement dangereuses en dehors de ces deux corners, et des frappes de Giovanni du coup. Donc, euh, donc c'est mérité, et hâte de voir la suite pour lui. Et le dernier match qu'il y avait dans cette première journée de Serie A, c'était l'Inter Torino. Donc il y a eu 5-0 en spoiler, on va pas regarder les 5 buts parce que c'était une sacrée boucherie en vrai. Mais il y a deux trois trucs intéressants à voir dans ce match quand même. Chivu, donc nouveau coach de l'Inter, qui a passé 6 mois à Parme sur la fin de saison et qui était déjà coach des jeunes de l'Inter, il me semble que c'était le coach U23, donc qui a apporté donc on savait pas trop ce qu'il allait pouvoir apporter à l'Inter et en fait il garde les principes de jeu d'Inzaghi. Là c'est ce qu'on va voir. Ici on a Barella qui a joué Sentinelle du coup parce que Çalhanoğlu était pas là. Donc c'est Barella qui a joué Sentinelle et il y avait Susic titulaire dont on va parler. C'est Pavard qui monte. Là ici on peut voir Pavard qui fait une course vers l'avant pour proposer un nouveau placement. Voilà, juste ici, il part sa course. On voit Barella qui potentiellement arme une passe pour lui. On est 15 secondes après. Il y a Pavard devant. Mkhitaryan qui était ici. Il est dans la défense. On a Susic là. On a Bastoni qui est en haut alors qu'il était juste ici. On a Bastoni qui est resté dans sa position alors que le ballon a reculé. On a Lautaro. On a Pavard qui est devant avec Thuram. 9 secondes après, on a Pavard qui revient. Mkhitaryan qui est déjà ici. Hein, il était là il y a 10 secondes. Il est déjà vers l'avant. On a Bastoni qui est encore plus devant au niveau de Thuram. Susic qui est ici. Pavard qui revient. Et Martinez qui fait une course vers le bas pour proposer. Et donc qui va proposer quelque chose à Barella qui vont s'échanger. Mkhitaryan est en train de redescendre. Bastoni aussi. Susic qui va redescendre après qui va recevoir la balle. Mais encore du mouvement perpétuel pour l'Inter dans ses joueurs, à la manière d'Inzaghi. Tous les joueurs peuvent un peu être de partout. Donc ça va être intéressant. Enfin, c'était déjà intéressant à voir dans ce match. Ça va l'être au cours de la saison face à des plus grosses équipes. Pour une équipe qui a commencé fort, hein. 5-0 avec un nouveau coach, mine de rien, c'est pas mal. Même si c'est une équipe qui est construite et un groupe fort, bah, c'est bien. Et notamment avec une recrue, Peter Susic, qui a apporté toute sa classe dans ce match. Il a fait un match XXL, il a été de partout en attaque en défense. Hâte de voir par la suite. Et là, c'est Mkhitaryan qui est au niveau des 30 derniers mètres à la 35e minute, qui a à faire une passe à Marcus Thuram. Petit cafouillage suite à ça, mais la balle ressort au niveau de Thuram, qui va faire une passe à Susic, et tout de suite Thuram, qui connaît son rôle, qui va faire une course derrière le dos du défenseur. Susic le sait, donc il lui fait la passe instantanément. Thuram, en une touche, la met dans les buts. Superbe passe décisive de Susic. Donc hâte de voir par la suite, mais avec un Torino un peu décevant, l'Inter a pas bronché. Tout de suite, ils ont été très incisifs, donc bravo à eux. Pareil, il y a 2-0 à la 50e minute, l'Inter lâche pas. Gros pressing de Lautaro qui force l'erreur du joueur du Torino et qui va tirer en taclant. Et le ballon va finir dans les buts, c'est le but du 3-0.
Donc on voit un Inter qui est revanchard après une saison sans titre, malgré une finale de Ligue des Champions et une deuxième place en Serie A. Donc ils ont la hargne d'aller chercher un ou plusieurs trophées. Donc ça va être intéressant à voir. Et par contre, bonne chose à dire aussi, très bonne entrée de Ange-Johan Boni, pour parler d'un Français un peu. Très bonne entrée de Ange-Johan Boni, qui va même marquer un but. Contrôle où il se lève un peu la balle avec le pied droit. Et où il tire, ça finit dans les buts. Donc un but d'attaquant, mais c'est très bien pour lui, pour la confiance, il est rentré à la place de Marcus Thuram. Donc très content pour lui. On va voir par la suite, lui qui arrive de Parme. Chivou le connaît bien et qui a l'air d'être bien pris en main par Lautaro et Marcus Thuram qui l'ont bien félicité après le but. Donc c'est cool. On va voir ce que ça donne aussi, joueur qui va être intéressant. Mais voilà, assez hype par l'Inter et par ce qu'ils vont réussir à proposer. Assez hype par cette série A, puisque là on a pu voir tout ce qu'on voulait voir dans les matchs. Assez hype par cette série A qui va avoir pas mal d'équipes intéressantes. Naples, l'Inter, et une équipe dont on va parler dans une vidéo dédiée, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais comme aussi, ça va être solide, la Juve. Donc on va suivre cette année la Serie A avec pas mal d'attention. Donc j'espère que vous serez là avec moi pour la suivre. Et voilà, ce sera tout pour moi pour cette première vidéo. Merci de l'avoir regardé en entier pour ceux qui sont encore là. Et je vous dis à la prochaine vidéo qui sera du coup une review du match comme Lazio. Donc voilà, salut.